Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Après Te Ahupu'o, Kaoli Vast a surfé sur la Seine, une belle manière pour le natif de Tahiti de célébrer sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 au pied de la Tour Eiffel. Des milliers de passagers en provenance des îles attendus ce week-end pour le retour des vacances. Pourtant, le conflit s'enlise chez ADT, aéroport de Tahiti. La grève provoque une désorganisation du trafic aérien domestique. 12 milliards de francs injectés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics cette année. Le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement a reçu ce matin les principales organisations patronales représentant le secteur du BTP. Nous ferons le point avec Jordi Chan, le ministre, et notre invité ce soir. Enfin, nous irons du côté des Tuhape, où les 6e Jeux des Australes touchent à leur fin. À Raivave, les délégations sportives des 5 îles de l'archipel font tout pour repartir avec des médailles. Kaoli Vast savoure sa médaille d'or à Paris. Après avoir surfé sur la foule au Club France, il a fait le buzz en surfant sur la Seine. Vous allez le voir, l'eau n'était pas aussi bleue et transparente qu'à Te Ahupu'o, mais sa médaille autour du cou, le surfeur tahitien n'a pas boudé son plaisir. Il a célébré sa victoire au pied de la Tour Eiffel. Le reportage de France Info. L'eau n'a pas la même couleur qu'à Tahiti. Mais Kaoli Vast y trouve son plaisir. Le tout premier champion olympique français de surf célèbre sa médaille d'or au pied de la Dame de Fer, sous les yeux de passants surpris. Quand on était en train de marcher, là, on s'est dit tiens, c'est quoi ça? Et en fait, on s'est dit ça doit être Vast, comme il mettrait sa médaille en même temps. Inattendu, le surfeur de Tahiti devant la Tour Eiffel. Voilà, c'est d'autres vagues, mais voilà, une vague bleue, blanc, rouge pour lui, pour le féliciter et bravo, quoi. La Seine, privatisée pour l'occasion par un de ses sponsors, n'offre pas les rouleaux de Te Ahupu'o. Pour créer la vague, le Polynésien de 22 ans est d'abord tracté par un bateau, puis ses jambes et son équilibre olympique prennent le relais. Des sensations uniques à 15 000 km de chez lui. Le fait de surfer dans la Seine, c'est top, c'est méga, mais le fait de le faire derrière la Tour Eiffel, c'est encore spécial, encore plus spécial. Et avec les anneaux et en période olympique, c'est trop top. Et puis ouais, c'est un moment unique, première fois, et c'est ça qui est génial. Faire des nouvelles choses, c'est top. Kaoli Vast, roi de la vague et du déhanché. Tahitien oblige, hier, il a enflammé la scène du Club France aux côtés d'une vainée. Encouragé, merci beaucoup pour tout. Et puisqu'il peut tout surfer, pourquoi pas la foule de Paris qui a trouvé son nouveau chouchou à célébrer. Retour à Tahiti où l'épidémie de grippe se termine, mais attention au Covid. Les autorités sanitaires observent le début d'une nouvelle vague épidémique, une vague épidémique modérée comme observée dans le reste du monde. On déplore tout de même 2 décès lors des 2 dernières semaines du mois de juillet. 3 semaines de grève à ADT et une dizaine de jours dans les sociétés de sûreté. Conséquence, l'aéroport tourne au ralenti. Les programmes de vol sont désorganisés. Les compagnies font ce qu'elles peuvent pour gérer les passagers. Dans un courrier, le haut-commissaire s'adresse à la direction d'ADT pour la sommer de trouver rapidement une solution à la veille d'un week-end particulièrement chargé avec le retour des vacances. Kaline Liénard et Hubert Liao. Ce n'est pas un campement militaire, mais bien le piquet de grève des agents d'ADT. Après 3 semaines de conflit, direction et intersyndicales campent chacun sur leur position. Résultat, les passagers des vols domestiques perdent patience. Il y en a qui se plaignent chez nous. Il y en a qui se plaignent pour ça. À cause de cette grève-là, c'est nous qui ramassons tout. Les îles, c'est des îles, c'est eux qui ramassent tout. Quand je suis venue lundi, il y a eu des retards d'avion, il y a du monde. Et c'est puis aussi d'attendre. J'étais hâte de venir voir tenter. Et maintenant, là, je rentre. J'espère qu'il n'y a pas de retard aussi, parce que j'ai envie de retrouver mes petits-enfants. Le mécontentement des passagers subi par les compagnies aériennes, c'est ce que dénonce le haut-commissaire dans un courrier adressé hier soir au directeur général d'ADT. Le représentant de l'État évoque aussi le flux massif de voyageurs à l'approche de la rentrée scolaire. Une situation confirmée par Air Tahiti qui s'attend à plus de 4000 passagers par jour ce week-end.
On doit revoir notre programme de vol selon les horaires des effectifs des pompiers. Donc on a moins d'horaires pour faire nos vols. Donc on est obligé de bouger tout le programme de vol à chaque fois, chaque jour. Donc ça crée une désorganisation chez nous, mais bien sûr, surtout pour les passagers, non seulement les résidents, mais aussi les visiteurs. On doit mettre des effectifs en plus pour modifier le programme de vol au niveau du commercial, des effectifs en plus au niveau de l'escale de Papeete pour essayer de gérer les flux et d'essayer de gérer les passagers qui, bien sûr, sont mécontents. Dans son courrier, le haut-commissaire somme les directions d'ADT et des sociétés de sûreté de trouver une issue rapide à ces conflits sociaux qui ternissent l'image de la Polynésie après les JO. Contacté par téléphone, le directeur général d'ADT a indiqué qu'il réagira à ce courrier par voie de communiqué de presse demain samedi. Ronité Ipaya est mise en examen pour provocation publique à la discrimination ou haine raciale par personne dépositaire de l'autorité publique. Le ministre de l'Éducation a comparu devant 2 juges d'instruction ce matin suite à ses propos sur le blanchiment de la population qu'il a comparé aux invasions de communautés arabes dans l'Hexagone. Son avocat, maître Philippe Newfer, rappelle que son client est présumé innocent et que cette affaire touche à la liberté d'expression très subjective. On l'écoute au micro de Patrick Sinsing. C'est la décision qui a été retenue, donc je n'ai pas à vous rappeler toutes les notions de présomption d'innocence, mais surtout nous allons réfléchir aux suites à donner à cette décision qui est une décision que l'on attendait bien évidemment, compte tenu du contexte et sur les questions de partialité qu'on peut avoir dans notre milieu insulaire sur ces notions qui sont quand même assez subjectives. On y voit plus clair dans le secteur public du BTP. Ce matin, les principaux syndicats issus du secteur ont rencontré le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement, Jordi Chan. Le secteur est-il véritablement en crise? Manque-t-il de visibilité? C'est ce que l'opposition avait dénoncé lors de la dernière campagne électorale. Les entrepreneurs déploraient également les difficultés d'approvisionnement en matières premières. On voit cela avec Mélissa Chang et Mirko Vanfo. Ces gros blocs de pierre sont devenus une denrée rare dans le secteur du BTP. Pour dénicher les 700 mètres cubes de roches nécessaires à ce chantier, Brian Tang a dû faire face à une flambée des prix. J'ai eu des problèmes au niveau de l'approvisionnement de mes blocs d'enrochement. Aujourd'hui, il faut savoir que le mètre cube des blocs d'enrochement ont dépassé la barre des 15 000 francs le mètre cube hors taxe, ce qui est énorme. Là, on se rend sur notre chantier, sur les hauteurs de Hérima, où il y a du débit de terre à effectuer, à peu près 1000 mètres cubes. Pour terrasser, les engins creusent et forcément, ces montagnes de terre doivent être évacuées. Problème, l'unique dépôt légal du territoire n'accepte plus la terre des chantiers. On a été amené à déblayer des terres et le problème s'est porté sur justement l'endroit où on doit déposer les terres. La conséquence est que ça prend du temps. Là, actuellement, le chantier il a presque 2 ans de retard. Ces problématiques ne datent pas d'hier. Elles ont été soulevées par les 4 principaux syndicats du secteur face au ministre des Grands Travaux, Jordi Chan. Déjà apporter leur concours au niveau des contrôles et accompagner les entreprises dans l'ouverture de futures carrières. Et le gros problème rencontré à nos jours, c'est toujours les accès. Le ministre a annoncé que 12 milliards de francs pacifiques seront injectés dans le secteur public. A contrario, l'activité du secteur privé a chuté de près de 30%. Pourtant, elle représente 2/3 de l'économie dans ce domaine. Les conséquences se font ressentir directement sur les salariés. Dans les entreprises. Il faut savoir que lorsqu'on n'arrive pas à pérenniser les emplois, c'est quelque chose qui coûte beaucoup aux entreprises. Les entreprises, on souhaite pérenniser ces emplois parce que c'est des années, c'est des mois de formation que l'on perd et qu'il faudra reconstruire lorsque l'activité viendra à redémarrer. Le ministre des Grands Travaux a profité de cette réunion pour évoquer la réactivation de l'Observatoire du BTP. Bonsoir Jordi Chan, bienvenue. Vous êtes ministre des Grands Travaux, de l'Équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes. Il y a vraiment un fossé entre le pessimisme des acteurs du BTP et l'optimisme affiché de votre gouvernement. L'opposition dénonçait aussi un manque de visibilité pendant la campagne des législatives. Concrètement, quels sont les grands travaux à venir? Yaolana, Sibel et Yaolana à tous nos téléspectateurs. Effectivement, pour nous, il y a, en tout cas pour le ministère, il y a une forte dépense publique
Comme vous l'avez annoncé, nous avons inscrit au budget 12 milliards d'investissements. Ça représente 28% d'augmentation de budget par rapport à 2022. Et depuis le début de l'année, le niveau d'investissement du ministère est élevé. Nous avons dépensé rien que pour les travaux qui ont été engagés par la direction de l'équipement 5 milliards et 700 millions de francs, ce qui représente le plus haut niveau de dépenses atteint depuis les 5 dernières années. Mais quel projet concrètement ? Concrètement, ça se traduit en des projets routiers, en des projets aéroportuaires, en des projets portuaires également, que ce soit sur Tahiti et dans les îles, et également dans des projets de bâtiments. Ce qui est important, c'est non seulement les travaux qui ont déjà été engagés, qui sont déjà en cours, mais également les perspectives à venir. Et pour ces dernières, nous ne sommes pas en reste, puisque nous avons également, au cours de ces 6 derniers mois, signé l'équivalent de 6 milliards de marchés de travaux pour ces projets d'infrastructures à venir. D'où viennent ces incertitudes? Alors, est-ce que le privé est en souffrance? Il y a, je pense, plusieurs facteurs. Le premier, comme vous l'avez évoqué au journal, c'est la hausse des taux d'intérêt qu'on a connue au cours de ces 2 dernières années et qui a mécaniquement diminué l'octroi de crédit au niveau de l'immobilier. Ça, c'est un facteur qui est purement exogène, qui est complètement indépendant du gouvernement ou de l'action locale, puisqu'il dépend de taux directeurs qui sont fixés par la Banque centrale européenne et qui dépendent eux-mêmes des taux directeurs fixés par la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine. Donc là, on est vraiment sur un impact indépendant de la volonté du gouvernement. Après, effectivement, il y a des projets qu'on a revus compte tenu du dimensionnement que nous estimions trop élevé par rapport aux besoins et qui étaient nécessaires à redimensionner pour 2 raisons. D'une part, parce qu'ils étaient toujours en phase d'étude. Lesquels concrètement ? On parle par exemple du lycée d'Opunohu, qui était un projet estimé à 8 milliards selon la dernière estimation, alors que son coût était estimé à 3 milliards au tout début du projet. On parle du village tahitien, dont les dépenses publiques ont été estimées à plus de 40 milliards. Ce sont tous des projets qui étaient toujours, en tout cas pour la plupart, en phase d'étude. Et du coup, on a profité de cette phase pour les redimensionner, car c'était maintenant qu'il fallait le faire. Ils ne sont pas enterrés, ils sont redimensionnés. C'est ça. Pourquoi ? Parce que c'était nécessaire afin de se garder une réserve de capacité d'investissement suffisante pour mener non seulement ces projets d'une autre façon, mais également d'autres projets qui sont chers au gouvernement, car ils sont inscrits dans le programme du gouvernement. Un exemple ? Je parle par exemple au projet de transport en commun site propre, sur lesquels nous nous penchons actuellement, dont nous avons fait des études de faisabilité et qui vont avancer au cours des années à venir. Je pense également au projet de décentralisation de l'activité en dehors de Papeete, notamment de l'activité administrative, ce qui permettra de réduire le flux de véhicules qui viendront en ville au fur et à mesure. Oui, les embouteillages arrivent à grands pas avec la rentrée scolaire. Est-ce que concrètement, vous avez mené des actions ? Alors, la réforme qui aura l'impact le plus significatif à court terme sur la circulation, c'est la réforme des rythmes scolaires qui est menée par le ministre de l'Éducation, Ronit Taghin-Faria. Vous pensez que cela aura un impact sur Nous pensons le quotidien des familles ? qu'elle aura un impact significatif sur la circulation. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des communes qui composent l'agglomération de Papeete, sur la majeure partie de ces communes, une grande partie des établissements scolaires du premier degré ont fixé l'horaire de début des cours à 8h, au lieu de 7h30 initialement. Cela permet de mieux répartir le même flux de véhicules qui, auparavant, se répartissaient sur une plage horaire d'1 heure, aujourd'hui sur une plage horaire d'1h30. Et donc, on a une diminution du nombre de véhicules qui sera au même endroit, au même moment. Cela suffira, vous sur nos pensez ? routes. Ça facilitera la circulation. C'est une amélioration. Ensuite, on a plusieurs initiatives qu'on a déjà menées. Donc, le covoiturage. Le covoiturage, par exemple, et également toutes les études qu'on a menées dans le domaine des transports en commun et dans le domaine de la décentralisation. Et nous avons également de beaux projets à venir au niveau des infrastructures routières, mais qui interviendront plutôt en 2025. Merci beaucoup, Jordi Chan, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru. C'est une date qui est désormais ancrée dans l'histoire de la Polynésie. Il y a 17 ans, le 9 août 2007, 20 personnes perdaient la vie suite à une catastrophe aérienne. Un Twin Otter de la compagnie Erm Aurea s'était abîmé en mer quelques secondes après son décollage de l'aérodrome de Tem'e. Après un long combat judiciaire, la compagnie aérienne a été condamnée et dissoute pour faute grave, une première en France.
Cette initiative privée qui a fait des heureux ce matin à Fa'a, 450 cartables ont été distribués à des enfants de la commune issus de 13 quartiers prioritaires. C'est un grand groupe automobile de propriété qui a mis en place cette opération depuis plusieurs années maintenant. Un geste apprécié par la mairie. Écoutez la réaction d'un adjoint au maire et de l'organisatrice de cette distribution au micro de Kaline Liénard et Hubert Liao. Aujourd'hui, il n'y a pas d'affaires dedans, mais même s'il n'y a pas d'affaires, mais on peut dire que moi je remercie Forgera d'avoir pensé un peu à nos enfants, même s'il n'y a pas d'affaires. Les maternelles, donc de 2 ans et demi, première entrée, jusqu'en CM2, pour pouvoir avoir des katas moyens. Et les plus grands, c'est la passation en 6e jusqu'au lycée. C'est comme ça que nous avons défini le choix de nos cartables. Nous en parlions à l'instant, la rentrée approche et la réforme des rythmes scolaires encourage les familles à inscrire leurs enfants à des activités extrascolaires. À Taravor, une trentaine d'exposants proposent un large choix aux familles. Si vous êtes de la presqu'île, vous pourrez encore les rencontrer jusqu'à demain midi. Club sportif, activités traditionnelles, activités diverses, un large choix est proposé aux enfants. Écoutez cette représentante de la commune et l'une des exposantes au micro de Toulourou Guérard et Dylan Fels. Compte tenu du changement de rythme scolaire, donc on a voulu au sein de notre commune même réunir tous les partenaires qui pourraient aider aux parents à pouvoir trouver des activités pour leurs enfants. On fait l'accompagnement des enfants après l'école, on fait le ramassage à l'école. Tout dépend de où est situé l'enfant, dans quel établissement scolaire il est. Et ensuite, on les ramasse, on les soutient dans leurs devoirs, on fait les devoirs pour qu'ils puissent évoluer dans leurs études. Nous vous en parlions hier, les 6e Jeux des Australes touchent à leur fin à Raivaves. Le dernier jour est prévu demain. Objectif, relancer le sport dans les îles éloignées et relancer les relations entre les fédérations et les associations des îles. 8 disciplines sportives au programme, de la boxe, du futsal, du football à 7, de la pétanque, du tennis de table, du tuaro maori, du va'a et du volleyball. Quel bilan après 6 jours de compétition? Je vous propose de rejoindre tout de suite Bruno Flores, maire de Raivaves. Bonsoir Bruno Flores. Ces Jeux sont organisés un peu comme les Jeux Olympiques avec plusieurs sites de compétition et des délégations venues de tout l'archipel. Vous avez réussi à bien vous organiser malgré par exemple les problèmes d'eau à Raivaves? Oui, bonsoir pour les à la première, bonsoir Maorinui. Effectivement, donc nous arrivons au terme de cette 6e édition des Jeux intérieurs de l'archipel austral. En bilan pour Raivaves, c'était une réussite. Il n'y a pas de problème d'eau chez nous. L'eau, ça y est, le grand projet de l'adduction eau potable du Raivaves est clos. Donc, ça s'est très bien passé. Au niveau de cette édition, tout le monde est content, la population est contente. Et là, actuellement, ce sont les finales de volleyball et futsal qui va sûrement durer jusqu'à minuit. C'est toujours Rouroutou qui est en tête pour l'instant? Pour l'instant, oui, Rouroutou. Mais moi, je dirais que c'est plutôt Raivaves. Non, c'est Rouroutou qui est en tête en ce moment. Voilà. Quel est le sport qui a le plus de succès? Toutes les disciplines ont marqué pendant cette 6e édition à Raivaves. Que permet ce type de rencontre sportive, monsieur le maire? Est-ce que vous avez pu former des entraîneurs ou des arbitres, par exemple? Il y a eu des formations avec toutes les fédérations qui sont venues sur l'île. Également, même au niveau de la sécurité, le secourisme, il y a eu des formations avant le démarrage des Jeux. Donc tout s'est très bien passé. C'est un bilan positif sur Raivaves. 66 millions de francs ont été nécessaires. Est-ce que le budget a été suffisant? Pour être clair, je crois pas. Je crois pas que l'enveloppe allouée est suffisante parce qu'avec l'inflation aujourd'hui, ça va être dur. Donc c'est le comité organisateur local qui gère tout ça. Voilà. La cérémonie de clôture est prévue demain. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est ça. La cérémonie est prévue demain matin à 10h. Donc ça sera le défilé de chaque délégation et puis la remise du drapeau des Jeux à l'île qui prendra le relais dans les années à venir. Merci beaucoup Bruno Flores d'avoir été avec nous ce soir en direct de Raivaves. Merci beaucoup.
Et puis, sport toujours, la Nouvelle-Zélande et le 11 Fidjien vont s'affronter demain soir pour la première place du championnat masculin de la Coupe de l'Océanie en U16 au Stade Pater. L'autre affiche, ce sera les Aito du Fénois face à la Nouvelle-Calédonie pour la 3e place et une qualification directe avec les 2 finalistes pour le prochain mondial des U16 au Qatar avant la fin de l'année. Aujourd'hui, les 4 sélections ont été conviées à une conférence de presse d'avant-match. Écoutez les coachs de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie au micro de Gilles Taoutou. On va tout faire pour gagner cette 3e place face à nos frères calédoniens et continuer à montrer un beau visage de l'équipe sur le terrain. Et je pense qu'il y aura encore un peu plus de monde comme c'est samedi et qu'il y aura encore plus de monde au stade pour venir supporter, faire ce 12e homme et les aider à se transcender pour essayer d'arracher leur qualification. Donc on s'attend à un match très compliqué là-dessus. Et nous retiendrons cette information principale. Des milliers de passagers sont en provenance des îles attendus ce week-end pour le retour des vacances. Mais après 3 semaines de grève à ADT et une dizaine de jours dans les sociétés de sûreté, l'aéroport tourne au ralenti. Dans un courrier, le haut-commissaire s'adresse à la direction d'ADT pour la sommer de trouver rapidement une solution au conflit social qui s'enlise. Ne manquez pas ce soir sur la première le Hiva Veve Area, puis la retransmission des JO de Paris 2024. Voilà, on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images de Kaouli Vast surfant sur la Seine pour célébrer sa médaille d'or à Te Ahupo'o. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Bonsoir, bienvenue à Paris. C'est pas sorcier, viens laisser, j'ai fait danser. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet